Pour Noël, mes parents m'ont invité au dîner après 5 ans sans aucun contact. J'étais tellement heureuse. Quand je suis arrivée, toutes les lumières étaient éteintes. Ma mère a ri, nous voulions juste voir si tu allais encore accourir comme une personne pathétique. Ma sœur a éclaté de rire. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, très drôle. Parce que tout le monde a eu le souffle coupé. Ma mère m'a invité au dîner de Noël après 5 ans d'un silence de mort. 5 ans. Pas d'appel, pas de message, rien. Puis, une lettre manuscrite. Tu me manques. Reviens à la maison. J'ai conduit pendant 4 heures à travers la neige. J'ai apporté du vin. J'ai apporté des biscuits. J'étais tellement heureuse que je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer au volant. Quand je me suis engagé sur Maple Drive, chaque maison brillait sauf la sienne. Une obscurité totale. Pas une seule lumière allumée. J'ai frappé. La porte s'est ouverte sur l'obscurité. Puis, la voix de ma mère a percé. Nous voulions juste voir si tu allais encore accourir. Ma sœur a éclaté de rire depuis la fenêtre à l'étage. 6 voisins se tenaient dans la cour en regardant. Certains filmaient. Je m'appelle Charlotte Afton. J'ai 33 ans. Et ce que j'ai dit ensuite a fait que chacun d'entre eux s'est arrêté de rire. Mais pour comprendre pourquoi, vous devez savoir ce qui s'est passé 5 ans avant cette nuit-là. Je vis dans un appartement d'une chambre au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. La pression de l'eau est terrible le mardi, et le couple du dessus se dispute à propos de leur levain au moins 2 fois par semaine. C'est le meilleur endroit où j'ai jamais vécu. Je suis chef de projet dans une société d'immobilier commercial. Je m'occupe des acquisitions, des saisies, des audits de propriété, le côté administratif l'est des maisons auxquelles personne ne veut penser. Je ne suis pas riche. Je conduis une Honda de 9 ans, mais chaque facture qui arrive est payée à temps, et chaque euro sur mon compte d'épargne est à moi. Je fais cela depuis l'âge de 22 ans. J'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai trouvé un emploi, j'ai payé mon propre loyer. Pendant que je vivais encore à la maison à Gessup, je remettais à ma mère un chèque chaque mois. Elle n'a jamais dit merci. Elle n'a jamais rien dit à ce sujet, en fait. L'argent disparaissait simplement dans la maison comme si c'était un dû. Il y a 5 ans, ma mère m'a dit que j'étais morte pour elle. Elle a bloqué mon numéro. Elle a dit aux voisins que j'étais parti parce que j'étais égoïste, que j'avais abandonné la famille. À chaque Noël depuis lors, j'ai dîné seul. Des lasagnes surgelées la première année, des plats à emporter thaïlandais la suivante. À la 3e année, j'ai arrêté de faire semblant que c'était une fête. Je m'asseyais simplement sur mon canapé avec une couverture et je regardais ce qui passait à la télévision. Je vous dis cela pour que vous compreniez une chose. Je n'étais pas assise à attendre d'être sauvée. Je n'étais pas brisée. J'étais juste une femme qui avait appris à dîner seule sans en faire une tragédie. Mais je ne vous ai pas encore dit pourquoi ma mère m'a mise à la porte. Pourquoi 5 ans de silence ont commencé par une conversation à une table de cuisine dans une maison qui sentait le pain et le ressentiment. J'avais 28 ans, je vivais toujours à Gessup, je remettais toujours à ma mère 600 € par mois pour l'hypothèque. Cela ne me dérangeait pas. La maison était vieille, le toit fuyait en mars, et je me disais qu'aider était ce que faisait la famille. Puis j'ai reçu une offre d'emploi, une vraie, un poste de coordinatrice de projet dans une entreprise en ville. Le double de mon salaire, des avantages sociaux, un bureau à mon nom. Je suis rentré à la maison ce soir-là, bourdonnante, flottant presque. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai dit à ma mère. Je lui ai dit que j'enverrais toujours de l'argent. Je lui ai dit que je viendrais lui rendre visite. Je lui ai dit tout ce que je pensais qu'elle voudrait entendre. Elle m'a regardé comme si j'avais craché sur le sol. Tu pars? Ce n'était pas une question. Maman, le salaire est le double de ce que je gagne ici. Tout comme ton père. Elle s'est levée. La chaise a raclé le linoléum. Égoïste, ingrate, s'enfuyant à la seconde où quelque chose de mieux se présente. Ma sœur Mégane était appuyée contre le réfrigérateur. 24 ans, vivant toujours à la maison, laissant toujours maman faire sa lessive. Elle n'a pas manqué une occasion. Elle ne pense toujours qu'à elle-même. Maman, notre voisine Ruth Kellerman, était assise juste là. Elle était venue prendre un café.
Elle a tout vu. Ma mère a pointé la porte. Si tu sors, tu es morte pour moi. Tout comme ton père. J'ai fait 2 valises ce soir-là, je les ai portées dans les escaliers devant ma mère, qui se tenait dans le couloir, les bras croisés, et n'a pas dit un mot. Ruth a tenu la porte d'entrée ouverte pour moi. Elle n'a rien dit non plus, mais elle a serré mon bras quand je suis passé. Voici la partie que je n'ai su que bien plus tard. Les 600 € que je payais chaque mois. C'était la majeure partie de l'hypothèque. Quand j'ai arrêté, les fissures ont commencé. 5 ans de rien. Et puis la lettre. Elle est arrivée un lundi début décembre, glissée entre une facture de service public et un coupon pour des vidanges d'huile. Enveloppe de couleur crème, l'écriture de ma mère, cette écriture cursive aiguë et impatiente que je reconnaîtrais n'importe où. Charlotte, ce Noël, je veux la famille réunie. Tu me manques, maman. Je l'ai lu 4 fois. L'écriture était celle de ma mère, mais la gentillesse ne lui ressemblait pas du tout. Je suis resté avec pendant 2 jours. Je l'ai retourné dans ma tête tout en examinant des dossiers de propriété au travail. J'y ai pensé en réchauffant un reste de soupe. J'ai envisagé d'appeler, mais son numéro était celui qui avait bloqué le mien. Voici la chose, cependant. La lettre n'était pas la raison pour laquelle j'ai décidé d'y retourner. 3 jours avant que cette enveloppe n'apparaisse, je faisais un audit de routine au bureau. Des annonces de saisie immobilière pour la région des 3 comtés. Cela fait partie du travail, scanner les adresses, vérifier le statut, signaler les opportunités. Mes yeux sont descendus sur la liste comme ils le faisaient toujours, de manière rapide, mécanique. Et puis je me suis arrêté. 14 Maple Drive, G-Sup, la maison de ma mère. 4 mois de retard de paiement, avis déjà déposé. Vente aux enchères prévue dans 30 jours. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Ben Arlo, mon meilleur ami de l'université. Avocat en droit immobilier, le genre de type qui répond à la première sonnerie, même quand il est en train de déjeuner. Ben, j'ai besoin que tu examines quelque chose pour moi. Donc, quand la lettre est arrivée, je savais déjà que la maison était en difficulté. Et j'avais déjà un plan qui n'avait rien à voir avec le dîner de Noël. J'ai décidé de rentrer à la maison, mais pas parce que je manquais à ma mère. Elle ne le savait pas encore. Personne ne le savait. Mais cette lettre était l'idée de Megan, et je n'apprendrai cette partie que plus tard. Ben m'a rappelé le lendemain matin. C'est grave, Charlotte. 4 mois de retard. La banque a déjà envoyé l'avis de défaut de paiement. Ta mère n'a répondu à aucune lettre. Elle n'ouvre jamais le courrier qu'elle ne veut pas lire. Eh bien, elle va vouloir lire celui-ci. La vente aux enchères est fixée au 18 décembre. Si personne ne fait d'offre, la banque en prend possession et la met en vente. Je me suis assise sur ma chaise de bureau, regardant le parking à travers ma fenêtre. 14 Maple Drive. La maison où j'ai appris à faire du vélo dans l'allée. La chambre à l'étage où j'ai étudié jusqu'à 2 heures du matin chaque nuit pendant des années. La table de la cuisine où j'ai fait mes devoirs avec une calculatrice et un dictionnaire pendant que ma mère regardait la télévision dans la pièce d'à côté. Un étranger allait posséder tout cela. Je veux être clair sur une chose. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait ensuite pour ma mère. Je ne l'ai pas fait pour Megan. Je l'ai fait parce que cette maison signifiait quelque chose pour moi. Les murs, les escaliers, le grincement sur la 5e marche, c'étaient les miens. Ils appartenaient à la fille qui a grandi là, et je n'allais pas les laisser disparaître parce que Diane Afton ne prenait pas la peine d'ouvrir son courrier. Ben, que faudrait-il pour l'acheter aux enchères? Silence sur la ligne pendant 3 secondes. Tu es sérieuse? Offre en espèces via une société à responsabilité limitée. J'en ai déjà une créée par l'intermédiaire de l'entreprise. De quoi ai-je besoin? Il m'a expliqué la procédure. La maison valait peut-être 140 000 € sur ce marché. Les ventes aux enchères de saisies immobilières dans les petites villes n'attirent pas les foules. Avec une offre en espèces au bon montant, je pourrais conclure en moins de 10 jours. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas, a dit Ben. Tu serais propriétaire de la maison où vit ta mère. Je sais exactement ce que cela signifie. La vente aux enchères a eu lieu un mercredi 18 décembre. Une salle de conférence au palais de justice du comté. Des lumières fluorescentes,
des chaises pliantes, 4 propriétés sur le bloc. La mienne était la 3e. 2 autres enchérisseurs se sont présentés pour Maple Drive. Un spéculateur immobilier de 2 comtés plus loin et une société de location. J'ai surenchéri sur eux 2. Ce n'était pas dramatique. C'était de la paperasse, un chèque de banque et Ben au téléphone confirmant le virement. 7 jours ouvrables plus tard, l'acte a été enregistré au bureau du greffier du comté. Ma société à responsabilité limitée était répertoriée comme propriétaire, moi comme membre unique. J'ai tenu la copie certifiée conforme dans mes mains dans le bureau de Ben et j'ai ressenti, je ne sais pas du triomphe, quelque chose de plus calme, comme rattraper quelque chose de fragile juste avant qu'il ne touche le sol. Voici la partie qui compte. Je n'ai pas acheté la maison pour punir qui que ce soit. Mon plan était simple. Rentrer à la maison pour Noël, m'asseoir avec ma mère, expliquer la saisie, lui montrer l'acte, lui proposer un bail à un loyer équitable sur le marché, inférieur à ce que n'importe quel propriétaire à G-Sub demanderait, lui donner un moyen de rester. C'était tout. C'était tout le plan. J'avais même rédigé un contrat de location sur mon ordinateur portable la veille du trajet. Je l'ai imprimé, glissé dans une enveloppe en papier manille. Des conditions équitables, renouvelables de mois en mois, le premier et le dernier mois, pas de caution. Je me suis dit qu'elle discuterait, mais qu'elle signerait parce que l'alternative était de perdre la maison au profit de quelqu'un qui triplerait le loyer et repeindrait les volets en gris. Avant de partir, j'ai appelé Ben une dernière fois. Peux-tu apporter une copie de l'acte à l'auberge Pinridge à G-Sup, juste au cas où j'aurais besoin de lui montrer une preuve? Il a dit qu'il le ferait. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je n'avais aucune idée à quel point j'allais avoir besoin de cette preuve. 24 décembre. J'ai chargé la voiture à midi. Du vin, une bonne bouteille, le genre que l'on apporte quand on fait un effort, une boîte de biscuits aux amandes de la boulangerie italienne près de mon appartement, et l'enveloppe en papier manille glissée dans la poche latérale de mon manteau. 4 heures sur l'autoroute, les sorties sont devenues plus petites, les arbres plus denses, les panneaux d'affichage sont passés des publicités d'assurance aux panneaux d'église. Je connais cette route de la même manière que vous connaissez le trajet vers un endroit qui vous a élevé. Chaque courbe mémorisée, chaque point de repère est un marqueur temporel. Vers la 3e heure, j'ai écouté un vieux message vocal. Celui que j'avais gardé d'il y a 5 ans. La voix de ma mère, tranchante et définitive. Ne rappelle pas. Ne reviens pas. C'est fini. Je l'avais gardé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi avait besoin de la preuve que je ne l'avais pas imaginée. Que le silence n'était pas quelque chose que j'avais choisi. J'ai posé le téléphone et j'ai continué à conduire. Étais-je stupide? Peut-être. Conduire 4 heures la veille de Noël avec des biscuits, du vin et un contrat de location pour une femme qui m'a dit que j'étais morte pour elle. Mais j'avais un but. Je ne retournais pas pour supplier. Je retournais parce que la maison avait besoin d'être sauvée et j'étais la seule qui pouvait le faire. Je suis arrivé à G-Sub juste après 18 heures. La ville avait la même apparence. La station-service, le magasin à 1 euro, le restaurant où Megan et moi avions l'habitude de partager un milkshake quand nous étions enfants. La rue principale était bordée de lumière blanche. J'ai tourné sur Maple Drive. Chaque maison était illuminée. Des porches brillants, des bougies aux fenêtres, des couronnes sur les portes. Décembre dans une petite ville, à quoi cela est censé ressembler, sauf le 14 Maple Drive. Sombre, chaque fenêtre noire, pas une seule lumière allumée. Je me suis garé sur le trottoir et j'ai entendu des rires. J'ai monté les marches du porche avec le vin dans une main et la boîte de la boulangerie en équilibre sur l'autre. Le bois a grincé sous mes bottes comme il l'avait toujours fait. 3e marche, puis 5e. J'ai frappé 3 fois. La porte s'est ouverte lentement et derrière elle, il n'y avait rien d'autre que du noir. Puis une forme a bougé. Ma mère s'est avancée dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, les lèvres serrées. Derrière elle, dans le couloir sombre, je pouvais voir la faible lueur bleue d'un écran de téléphone. Eh bien, la voix de Diane était basse et satisfaite. Elle est vraiment venue. Megan s'est matérialisée derrière elle, téléphone levé, en train d'enregistrer. Je t'avais dit qu'elle le ferait. Pathétique. Maman. Ma voix est sortie plus petite que je ne le voulais.
Qu'est-ce qui se passe? Elle a penché la tête. La lumière du porche de la maison du voisin a éclairé le côté de son visage, et elle souriait, pas chaleureusement. De la façon dont quelqu'un sourit quand il a gagné un pari. Nous voulions juste voir si tu allais encore à courir comme un chien. Quelque chose de froid m'a traversé la poitrine. J'ai regardé au-delà d'elle dans la cour. 6. Cette personne se tenait dans la cour latérale et sur le trottoir. Des voisins. Quelques cousins que je reconnaissais à peine. Greg Dawson, le petit ami de ma mère, se tenait près du garage, les bras le long du corps, regardant le sol. Megan a tourné la caméra vers moi. Souris, Charlotte. Tu es filmée. J'ai regardé le vin dans ma main, les biscuits, les 4 heures de route, la lettre que j'avais lue 4 fois. Rien de tout cela n'était réel. La lettre, l'invitation, le « tu me manques », tout cela était un décor de théâtre, et j'étais le spectacle. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose à l'intérieur de moi est devenu très immobile, comme un lac qui gèle en un souffle. J'ai regardé ma mère et je l'ai vue clairement. Elle portait du rouge à lèvres, d'un rouge profond, soigneusement appliqué. Son beau chemisier, celui qu'elle réservait pour l'église. Des boucles d'oreilles. Elle s'était habillée pour ça. Elle s'était tenue devant un miroir, s'était maquillée, et avait marché dans une maison sombre pour attendre que je frappe. Ce n'était pas spontané. C'était une production. Je me tenais sur le porche en tenant une bouteille de vin que personne n'allait boire. Et la réalisation s'est installée sur moi comme de l'eau froide. 5 ans, a dit Diane en s'avançant sur le porche. 5 ans et tu es quand même accouru. Tu sais pourquoi? J'ai posé la boîte de la boulangerie sur la rampe. Dis-moi. Parce que tu as besoin de nous. Tu as toujours eu besoin de nous. C'est ce que tu penses? Elle a fait un autre pas plus près. Assez près pour que je puisse sentir son parfum. Je le sais. Regarde-toi. Pas de mari, pas d'enfant. Conduisant pour revenir à la maison de maman la veille de Noël. Elle s'est tournée vers la petite foule dans la cour. Qu'est-ce que cela vous dit? Personne n'a répondu. Quelques-uns d'entre eux ont changé de pied. Une femme que je ne reconnaissais pas regardait son téléphone, mal à l'aise. Megan, depuis la porte, continuait d'enregistrer. Cela dit à tout le monde exactement ce que nous savions déjà. J'ai remarqué Ruth Kellerman. Elle se tenait alors au bord de la cour près de la boîte aux lettres. 72 ans, manteau gris, bras croisés. Elle ne riait pas. Elle ne souriait pas. Sa mâchoire était serrée de la façon dont elle l'est quand elle retient quelque chose. Ma mère s'est tournée vers moi, satisfaite. Elle était en train de jouer. Chaque mot, chaque pause. C'était une femme donnant un spectacle pour un public. J'ai regardé les planches du porche, celles sur lesquelles j'avais l'habitude de m'asseoir quand j'étais enfant, en mangeant des glaces à l'eau en juillet. Puis j'ai levé les yeux. En avons-nous fini avec cette partie, maman? Greg s'est avancé depuis l'allée. C'était un homme grand, un peu enrobé, le genre de type qui avait toujours l'air d'être sur le point de s'excuser. Diane, peut-être que ça suffit. Ma mère ne s'est même pas retournée. Greg, tais-toi. C'est entre moi et ma fille. Il s'est arrêté, a reculé d'un demi-pas, a mis ses mains dans les poches de sa veste, et c'était tout. C'était toute l'étendue du courage de Greg Dawson. Je l'ai regardé battre en retraite. Greg vivait dans cette maison. Il payait la facture d'électricité tous les mois. Il dormait dans la chambre où mon père avait l'habitude de dormir. Et il ne pouvait pas tenir tête à Diane pendant 5 secondes parce qu'il avait besoin d'un toit au-dessus de sa tête. Et Diane le savait. Megan filmait toujours. Elle s'était déplacée vers la fenêtre avant maintenant, obtenant un angle plus large. Elle souriait de toutes ses dents. Ça va faire tellement de vues. J'ai regardé les bouteilles de vin posées sur la rampe du porche, les biscuits, la maison sombre derrière ma mère, les visages dans la cour, certains amusés, d'autres mal à l'aise, tous observant. J'ai posé le vin sur la marche lentement, délibérément. Puis j'ai sorti mon téléphone, ouvert un fil de discussion, tapé 2 mots, envoyé le message, et remis le téléphone dans ma poche. Megan l'a remarqué. À qui envoies-tu un message? À ton thérapeute? Je n'ai pas répondu.
J'ai pris la boîte de la boulangerie et je l'ai tendue à Greg. Il l'a prise, confus. Joyeux Noël, Greg. Puis j'ai regardé ma mère. Tu as raison sur une chose, maman. Je suis venu ici ce soir pour une raison. Mais ce n'était pas la raison que tu penses. Elle a cligné des yeux. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. Pas de la culpabilité, de l'incertitude. Elle l'a refoulé rapidement, mais je l'ai vu. Vous savez, juste là, debout sur ce porche, le porche de la maison que je venais d'acheter 6 jours plus tôt. J'écoutais ma propre mère me traiter de pathétique devant les voisins. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Si vous voulez savoir ce que j'ai dit ensuite, la phrase qui a fait que ma mère s'est arrêtée de rire, appuyez sur ce bouton d'abonnement tout de suite. Et si vous êtes le genre de personne qui comprend ce que l'on ressent quand on se présente avec de bonnes intentions et qu'on reçoit de l'humiliation à la place, allez-y et appuyez sur j'aime. Ainsi, je sais que je ne raconte pas cette histoire seule. Tout le monde s'attendait à ce que je parte. Je pouvais le sentir. Les voisins bougeaient. Greg serrait la boîte de la boulangerie. Megan préparait déjà la légende dans sa tête. La pauvre Charlotte est revenue en rampant. Elle a eu ce qu'elle méritait. Je ne suis pas parti. Vous savez ce que j'ai dit? Très bien. Allumez les lumières. Dis non. La bouche de Diane s'est ouverte. C'est fermé. C'est ouverte à nouveau. Megan a baissé son téléphone d'1 pouce. Quoi? J'ai conduit 4 heures. Je ne pars pas sans dire ce que je suis venu dire. Je suis passé devant ma mère, franchissant le seuil de la maison sombre. Mon épaule a frôlé la sienne. Elle n'a pas bougé. J'ai trouvé l'interrupteur de mémoire. L'ampoule du couloir s'est allumée en clignotant. Un jaune de 40 watts qui donnait à tout un air fatigué. Le papier peint était le même. Le tapis sur les escaliers était le même. L'odeur était la même. Produit d'entretien au pain, vieux bois, et quelque chose de légèrement brûlé venant de la chaudière. Je suis entré dans la cuisine et je me suis arrêté. La table était nue. Pas d'assiette, pas de nourriture, pas de dinde, pas de tarte, pas de petits pains. Le four était froid. La cuisinière était propre. Il n'y avait rien. Il n'y a pas de dîner, ai-je dit. Diane m'avait suivi. Elle s'est appuyée contre le comptoir. Pensais-tu vraiment que nous avions cuisiné pour toi? J'ai tiré la chaise au bout de la table. Celle près de la fenêtre, celle où je m'étais assise chaque soir pendant 12 ans pour faire mes devoirs avec une calculatrice et un surligneur, avec le son de la télévision traversant le mur. Je me suis assise. Non, ai-je dit, je ne pensais pas que vous aviez cuisiné pour moi. La table était vide. La cuisine était froide. Mais j'étais assise là parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Et c'était juste là dans la poche de mon manteau, plié dans une enveloppe en papier manille, attendant. Diane m'a regardé pendant un long moment. Je pouvais la voir recalculer. La farce était censée se terminer avec moi en larmes, courant vers ma voiture. Au lieu de cela, j'étais assise à la table de sa cuisine comme si je possédais l'endroit. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les jambes. Son rouge à lèvres avait bavé dans un coin. La performance se fissurait. Écoute, Charlotte. Sa voix a changé, plus douce maintenant. Un registre différent. La blague est terminée. Nous devons parler de choses sérieuses. Les temps sont durs. La maison a besoin de travaux. La chaudière est tombée en panne le mois dernier. Depuis le salon, Megan a crié, le téléphone toujours en main. Parle-lui du toit, maman. Diane l'a fait taire d'un geste de la main. Le fait est que tu as un bon travail maintenant. Tu pourrais aider si tu le voulais. C'était là. L'architecture de la soirée, mise à nu. La farce d'abord. Humilier. Établir la domination. Puis adoucir la voix et ouvrir la paume. J'avais déjà vu ce modèle dans des accords qui tournent mal, dans des négociations où une partie essaie de déstabiliser l'autre avant de faire sa demande. Je l'avais vu dans des salles de conférence et des halls de palais de justice. Je ne m'attendais juste pas à le voir à la table de la cuisine de ma mère. Combien dois-tu sur l'hypothèque, maman? Elle s'est figée. Pas de manière dramatique, de manière involontaire.
Le genre de figement où votre corps s'arrête parce que votre cerveau n'a pas encore rattrapé son retard. Quoi? L'hypothèque. Combien reste-t-il? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. Megan est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine. De quoi parle-t-elle? Diane ne l'a pas regardée. Elle me regardait. Et pour la première fois de la nuit, elle ne jouait pas. Elle avait peur. La maison va bien, a dit Diane. Mais sa voix s'était amincie. La maison ne va pas bien, maman. Elle s'est levée. La chaise a raclé le sol de la même manière qu'il y a 5 ans. La nuit où elle m'a dit que j'étais morte pour elle. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es parti depuis 5 ans. Je sais. Silence. 3 secondes. 5. Je sais beaucoup de choses. Megan a fait un pas dans la cuisine. Elle bluffe. Elle ne sait rien. J'ai regardé Megan, puis Diane, puis la fenêtre sombre au-dessus de l'évier où le reflet nous montrait toutes les trois dans cette cuisine exiguë comme des acteurs dans une pièce de théâtre pour laquelle personne n'avait acheté de billets. La sonnette a retenti. Tout le monde s'est figé. C'est pour moi, ai-je dit. La tête de Diane s'est tournée brusquement vers la porte d'entrée. Qui as-tu invité dans ma maison? J'ai repoussé la chaise et je me suis levé, j'ai regardé ma mère, et pour la première fois de la nuit, j'ai souri. Un sourire petit, assuré. C'est un choix de mots très intéressant, maman. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte. Ben Arlo se tenait sur le porche, une mallette en cuir dans une main. Le col relevé contre le froid, de la neige saupoudrant ses épaules. Il a regardé au-delà de moi dans le couloir, a observé la scène, le porte-manteau, le papier peint, le groupe de visages confus, et a hoché la tête une fois. Joyeux Noël, Charlotte. J'ai apporté les documents. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Diane, tendue et tranchante. Qui diable est-ce? Je me suis écarté pour laisser entrer Ben. Maman, voici Ben. Il est avocat en droit immobilier. La cuisine est devenue silencieuse. Le genre de silence qui a un poids. Le genre qui appuie sur tout le monde dans la pièce en même temps. Diane a dit, un quoi? Diane est sortie de la cuisine, les bras croisés. Elle a regardé Ben de haut en bas. Mallette, chemise boutonnée, chaussures propres, sa lèvre s'est retroussée. Oh, tu as amené un homme. Elle a regardé les voisins qui s'attardaient encore près du porche. Elle a amené un homme pour nous impressionner. Megan était appuyée contre le mur du couloir. Le téléphone pointait sur Ben. Probablement un petit ami qu'elle a engagé. Ben n'a pas bronché. Il est entré, a salué poliment Diane d'un signe de tête, puis Megan, puis Greg, qui serrait toujours la boîte de la boulangerie près des escaliers. Puis il a marché jusqu'à la table de la cuisine, et a posé la mallette. Calme, expérimenté, comme il l'avait fait lors de 100 conclusions de contrat. Ce n'est pas un petit ami, ai-je dit. C'est un avocat en droit immobilier. Le sourire de Diane a disparu. Les voisins avaient commencé à se rapprocher. 2 d'entre eux étaient sur le porche maintenant, regardant par la porte d'entrée ouverte. Ruth Kellerman se tenait sur le seuil, observant. Greg a posé la boîte de la boulangerie sur la table de l'entrée. Il regardait la mallette, puis moi, puis Diane. Je pouvais le voir faire les calculs, lentement, mais il y arrivait. Qu'est-ce que c'est, Charlotte? La voix de Diane avait baissé d'une demi-octave. Assieds-toi, maman. Ne me dis pas de m'asseoir dans ma propre. Assieds-toi. Tu voulais parler de la maison, alors parlons de la maison. Quelque chose a changé dans la pièce. C'était infime, juste un souffle d'air, changeant de direction. Mais je l'ai senti. Diane l'a senti aussi. Son menton est descendu d'une fraction de pouce. Ses épaules se sont rejetées en arrière. Elle a marché jusqu'à la table. Elle s'est assise. Pour la première fois de ma vie, ma mère a fait ce que je lui demandais de faire. Ben a ouvert la mallette et a sorti un dossier. Je vais essayer d'être bref, a-t-il dit. Maman, j'ai gardé ma voix calme, mesurée. La façon dont je parlais lors des réunions avec les clients quand les chiffres étaient mauvais et que le client ne voulait pas les entendre. Tu n'as pas payé l'hypothèque depuis 4 mois.
La banque a envoyé 3 avis. Tu les as jetés. Cela ne te regarde pas. C'est devenu mon affaire quand la maison est apparue dans une liste de saisies immobilières à mon bureau. Les chuchotements ont commencé dans le couloir. L'une des voisines, je crois que c'était Linda, d'en face, s'est tournée vers la femme à côté d'elle et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Ruth est entrée complètement dans la cuisine maintenant. Elle se tenait près de la porte, les bras le long du corps, écoutant. Megan a baissé son téléphone. Tu mens. Maman a dit que la maison était payée. J'ai regardé ma sœur, puis ma mère. Maman t'a dit que la maison était payée. Diane n'a rien dit. Est-ce ce que tu lui as dit, maman? La mâchoire de Diane s'est serrée. Ses mains étaient à plat sur la table, appuyant comme si elle essayait de l'empêcher de s'envoler. Depuis le couloir, Greg a parlé. Sa voix était faible. Diane, est-ce vrai? Elle s'est tournée vers lui si vite que la chaise a grincé. Greg, tais-toi. Mais tu as dit. J'ai dit tais-toi. La pièce a tressailli. Toute la pièce. Les voisins dans le couloir. Ruth près de la porte, Greg dans le coin. Même Megan a fait un petit pas en arrière. Diane avait menti à tout le monde, pas seulement sur la farce, sur la maison, sur l'hypothèque, sur tout. Greg pensait que la maison était payée. Megan pensait que la maison était payée. Les voisins le pensaient probablement aussi. J'ai regardé le visage de ma mère et j'ai pensé, c'est ce qui arrive quand un mur s'effondre. Il ne s'effrite pas lentement. Il tombe d'un coup. Diane s'est levée. Elle m'a pointé du doigt de l'autre côté de la table. Sa main tremblait, mais sa voix est sortie dure. Tu entres dans ma maison et tu m'humilies devant tout le monde. Je n'ai humilié personne, maman. Je n'énonce que des faits. Tu es juste comme ton père. Il a toujours fallu que tu aies raison. Il a toujours fallu que tu gagnes. Elle s'est tournée vers les voisins qui s'entassaient dans le couloir. Sa voix a de nouveau changé, plus aiguë, plus fine. Le tremblement était calculé. Vous voyez ça? C'est pour ça que j'ai coupé les ponts avec elle. Elle est cruelle. Elle a toujours été cruelle. Quelques-uns d'entre eux se sont regardés, mal à l'aise. Un couple a fait un pas vers la porte d'entrée. Puis Ruth a parlé. Diane. La voix de Ruth était basse et régulière. La voix d'une femme qui avait vécu dans la même maison pendant 46 ans et qui avait gagné le droit de dire ce qu'elle pensait. J'étais là la nuit où tu l'as mise à la porte. Elle n'était pas cruelle. Elle avait 28 ans et portait 2 valises. La cuisine est devenue d'un silence de mort. La bouche de Diane s'est ouverte. Rien n'est sorti. Megan a regardé Ruth. De quoi parlez-vous? Ruth s'est tournée vers Megan. Ta mère a jeté les vêtements de Charlotte sur la pelouse devant la maison. En décembre, j'ai regardé de la fenêtre de ma cuisine. Ta mère a dit à tout le monde que Charlotte était partie par choix. Ce n'était pas le cas. Diane a retrouvé sa voix. Ruth, cela ne te concerne pas. Cela me concerne parce que je t'ai écouté raconter cette histoire de travers pendant 5 ans et je me tiens dans une pièce pleine de gens qui méritent de l'entendre correctement. Personne n'a bougé. La chaudière s'est mise en marche quelque part en dessous de nous. Un grondement sourd à travers le plancher. Le téléphone de Megan enregistrait toujours. Elle avait oublié qu'elle le tenait. L'écran faisait face au plafond. Diane a regardé Ruth de la façon dont on regarde quelqu'un qui vient de retirer une chaise de sous soi. Megan s'est retournée vers moi. Ses yeux étaient humides. Pas de tristesse, de ce genre de colère brute et tremblante qui survient quand l'histoire que vous vous racontez commence à se fissurer. Et alors? Sa voix est sortie éraillée. Alors maman a des problèmes d'argent. Ça ne te donne pas le droit de venir ici. Et Megan, ai-je dit doucement. As-tu imaginé la farce? Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Sa bouche est restée ouverte pendant un temps. La lettre ai-je continué. L'écriture était celle de maman. Mais l'idée, l'invitation, tu as envoyé des messages aux voisins. Tu as préparé les angles de caméra. Tu as planifié la maison sombre. C'était une blague. Une blague. La veille de Noël après 5 ans, tu voulais voir si j'allais encore accourir. Ton propre mot.
Elle a serré le téléphone à deux mains. Tu n'as pas le droit de revenir et d'agir comme si tu étais meilleur que nous. Je ne pense pas être meilleur que qui que ce soit, Megan. Alors pourquoi fais-tu ça? Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la table où la mallette de Ben était ouverte. J'ai posé ma main sur le dossier à l'intérieur. Laisse-moi te dire quelque chose de drôle, Megan. Vraiment drôle. Tout le monde dans la pièce me regardait maintenant. Diane à la table, les jointures blanches. Megan dans l'encadrement de la porte, le téléphone oublié à ses côtés. Greg contre le mur, le visage gris. Ruth, les bras croisés, attendant. Les voisins entassés derrière elle, tendant le cou pour voir. Ben a croisé mon regard. Un petit signe de tête. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un seul document. Le sceau du comté dans le coin. La description légale de la propriété au 14 Maple Drive, GSUP, enregistrée et tamponnée par le bureau du greffier. Un titre de propriété avec mon nom dessus. Je l'ai posé sur la table de la cuisine face visible et je l'ai fait glisser vers ma mère. La banque a vendu cette maison aux enchères il y a 6 jours, ai-je dit. Ma voix était régulière, calme. Même ton que j'utilise quand je conclus un accord. Et les chiffres parlent plus fort que tout ce que je pourrais dire. Vente par saisie immobilière ouverte au public et je l'ai achetée. Personne n'a respiré. Cette maison, le 14 Maple Drive, m'appartient. Mon nom est sur l'acte. Enregistré au bureau du greffier du comté il y a 3 jours. Ben s'est avancé. La vente a été menée selon les procédures de saisie immobilière appropriées. L'acte a été enregistré. Charlotte est la propriétaire légale de cette propriété. Diane a baissé les yeux sur le papier sur la table. J'ai regardé ses yeux le parcourir, le sceau du comté, la description légale, le tampon d'enregistrement, le nom de ma société à responsabilité limitée. Ses mains se sont levées de la table et ont plané au-dessus du document comme si elle avait peur de le toucher. C'est un faux, a-t-elle chuchoté. C'est une copie certifiée conforme. Tu peux le vérifier auprès du greffier du comté lundi. Megan s'est précipitée sur le papier. Elle l'a arraché, l'a tenu sous la lumière de la cuisine, l'a retourné. Ses lèvres bougeaient pendant qu'elle lisait. Ça ne peut pas être réel, elle a regardé Ben. Ça doit être un faux. Ce ne l'est pas, a dit Ben. J'ai géré la conclusion de la vente personnellement. Megan a laissé tomber le papier sur la table comme s'il l'avait brûlé. J'ai regardé ma mère. Elle était toujours assise, fixant toujours l'endroit où l'acte avait été. Son rouge à lèvres était une ligne sombre contre une peau devenue pâle. Tu m'as demandé qui j'avais invité dans ta maison, ai-je dit. Mais ce n'est plus ta maison, maman. J'ai laissé cela faire son effet. C'est la mienne. La chaudière bourdonnait. La lumière de la cuisine grésillait. Et ma mère n'a pas dit un mot. Diane a retrouvé sa voix. Elle est sortie brisée, comme quelque chose de vieux qui se casse sous la pression. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta mère. Et je suis la personne qui vient de sauver cette maison d'être vendue à un étranger aux enchères. De rien. Megan pleurait maintenant. Pas de manière silencieuse, de manière colérique avec les poings serrés et des plaques rouges grimpant dans son cou. Tu as acheté notre maison pour nous punir. J'ai acheté cette maison parce qu'elle était sur le point d'être vendue aux enchères à quiconque se présenterait avec de l'argent liquide. Un spéculateur de Glandal, une société de location, quelqu'un qui l'aurait vidé et aurait doublé le loyer. Préférerais-tu que cela arrive? Megan n'a pas répondu. Greg s'était affaissé dans la chaise près des escaliers. Ses coudes étaient sur ses genoux, ses mains sur son visage. Diane, a-t-il dit d'une voix étouffée. Tu m'as dit que la maison allait bien. Tu m'as dit que nous étions tranquilles. Diane s'est retournée vers lui. C'est de ta faute. Tu n'as jamais contribué assez. Je payais la facture d'électricité chaque mois. Tu as dit que c'était tout ce dont nous avions besoin. Si tu avais obtenu un meilleur travail. Tu m'as dit que l'hypothèque était payée. Diane. La pièce se fracturait. Tout le monde parlait en même temps. Megan me criait dessus. Diane criait sur Greg. Greg criait sur Diane. Les voisins ont commencé à reculer. J'ai vu Linda toucher le bras de son mari et pencher la tête vers la porte.
Un homme que je ne connaissais pas a marmonné, je pense que nous devrions y aller. Deux couples se sont détachés, marchant rapidement dans les marches du porche. À travers tout cela, Ruth Kellerman se tenait près de la porte de la cuisine, les bras croisés. Elle a croisé mon regard à travers la pièce. Elle a hoché la tête, un petit hochement ferme. J'ai pris une inspiration. Je n'avais pas terminé. Diane s'est tournée vers les voisins restants, 3 d'entre eux encore dans le couloir. Son menton s'est levé, sa voix s'est brisée stratégiquement. Une performance si bien répétée que je pouvais presque voir les indications scéniques. Vous voyez ce qu'elle fait? Ma propre fille vole ma maison la veille de Noël. Je suis restée assise. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien volé, maman. Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères publiques après ton défaut de paiement. Si je ne l'avais pas fait, une société de location de Glandal l'aurait fait. Tu as planifié ça. Tu as planifié tout ça. J'avais prévu de venir ici ce soir et de t'offrir un bail, un loyer équitable, en dessous du prix du marché, un moyen pour toi de rester dans cette maison. J'ai fait une pause, mais tu as planifié une farce à la place. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti l'enveloppe en papier manille, celle que j'avais préparée la veille au soir. Le contrat de location que j'avais rédigé à la table de ma cuisine à minuit, en essayant de trouver les bonnes conditions, en essayant d'être juste. Je l'ai posé sur la table à côté de l'acte. Ceci est un contrat de location. Renouvelable de mois en mois, un loyer équitable, moins que ce que n'importe quel propriétaire âgé demanderait. Le premier et le dernier mois, pas de caution. J'allais te donner ça ce soir avant que tu n'éteignes les lumières et que tu ne me traites de pathétique devant les voisins. Diane a regardé l'enveloppe. Elle n'y a pas touché. L'offre tient, ai-je dit, mais seulement jusqu'au 1er janvier. L'horloge de la cuisine a fait tic-tac. La chaudière bourdonnait. Dehors, je pouvais entendre la voiture de quelqu'un démarrer. Un autre voisin qui partait. Diane fixait l'enveloppe comme si c'était un piège. Et peut-être que pour elle, c'en était un, car l'accepter signifiait admettre que j'avais gagné. Et Diane Afton n'avait jamais admis cela à personne. Ma mère n'a pas tendu la main vers l'enveloppe. Elle est juste restée assise là, les mains sur les genoux, le rouge à lèvres bavé, les yeux fixés sur la table. Je me suis levé, j'ai regardé autour de la cuisine. À Diane, toujours assise. À Megan, les yeux rouges dans l'encadrement de la porte. À Greg, affaissé près des escaliers. À Ruth, stable comme un roc. Au dernier voisin, planant dans le couloir, témoin de la fin d'une histoire qui se préparait depuis 5 ans. Je veux être clair sur une chose. Ma voix était calme. Le genre de calme que l'on gagne, pas le genre que l'on simule. Je n'ai pas acheté cette maison pour blesser l'un d'entre vous. Je l'ai achetée parce qu'elle allait être vendue à quelqu'un qui ne s'est jamais assis à cette table. J'ai baissé les yeux vers la chaise. Ma chaise. Celle près de la fenêtre. J'ai fait mes devoirs à cette table chaque soir pendant 12 ans. Je me suis assise juste ici. C'est pourquoi je suis ici. Je me suis tourné vers Diane. Tu peux rester. Tu peux payer un loyer. Nous pouvons gérer cela comme des adultes. Ou tu peux continuer à m'appeler pathétique et je mettrai la maison en vente en mars. Je me suis tourné vers Megan. Efface la vidéo. Quoi que tu aies prévu de publier ce soir, chaque personne dans cette pièce a vu ce qui s'est réellement passé. La main de Megan s'est resserrée sur le téléphone, mais elle ne l'a pas levé. J'ai pris mes clés de voiture sur le comptoir, j'ai remis mon manteau, je l'ai boutonné lentement. Je serai à l'auberge Pinridge ce soir. Mon numéro n'a pas changé. J'ai regardé ma mère. Il n'a jamais changé, maman. Tu n'as juste jamais appelé. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je suis sorti sur le porche. Le froid m'a frappé. Propre et vif. Rien à voir avec l'air à l'intérieur de cette maison. La neige tombait. Des flocons légers et faciles s'accrochant à la lumière des lampadaires. Toutes les autres maisons de Maple Drive brillaient encore. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, par la porte d'entrée ouverte, je n'ai rien entendu. Un silence absolu. Et c'était suffisant. Quand j'ai quitté ce porche, je ne savais pas si ma mère appellerait.
Je ne savais pas si Meghan effacerait la vidéo. Je savais juste que pour la première fois de ma vie, je partais parce que je le choisissais, non pas parce que quelqu'un m'avait jeté dehors. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez ce sentiment. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà eu à fixer une limite avec quelqu'un qui était censé vous aimer inconditionnellement? Et restez avec moi parce que ce qui s'est passé après la nuit de Noël est ce qui a tout changé pour de bon. L'auberge Pine Ridge sentait les aiguilles de pin et le café brûlé. Ma chambre était au 2e étage. Du papier peint à fleurs, un radiateur qui cliquetait toutes les 20 minutes, une fenêtre qui donnait sur le parking, et au-delà, le bord de la rue principale de Jessup. Le matin de Noël. Calme. Le Noël le plus calme que j'ai eu depuis 5 ans, ce qui en disait long car tous mes Noëls avaient été calmes. Ben est arrivé à 9 h avec 2 cafés de la station-service. Il s'est assis en face de moi dans le hall, qui était vide à l'exception d'un faux sapin avec des lumières clignotantes et d'une réceptionniste lisant un livre de poche. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Je vais bien. » Ce n'est pas une réponse. C'est celle que j'ai. Mon téléphone a vibré sur la table entre nous. J'ai baissé les yeux. Greg, un message envoyé à 7h30 ce matin-là. Je ne savais pas pour l'hypothèque. Je suis désolé pour hier soir. J'ai commencé à faire mes cartons. Je trouverai mon propre appartement d'ici la fin de la semaine. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai fait défiler vers le bas. Meghan, envoyé à 8 h. Tu as gâché Noël. Je n'ai pas répondu, puis rien de Diane. Pas de message, pas d'appel, pas de message vocal, juste le vide d'un écran sans notification. Elle ne va pas appeler, ai-je dit. Ben s'est adossé à sa chaise. Que se passe-t-il si elle ne signe pas le bail? J'ai bu une gorgée du café de la station-service. Il était terrible, léger et amer et exactement ce dont j'avais besoin. Alors je mets la maison en vente et elle découvre à quoi ressemble la vie d'expulsion d'un inconnu. Tu ferais ça? Je lui ai fait une offre équitable, Ben. En dessous du marché, pas de caution. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de signer. Il a hoché la tête. N'a pas insisté. Dehors la neige avait cessé de tomber. La rue principale était vide. Noël dans une petite ville. 28 décembre. J'étais de retour en ville, assise à mon bureau, examinant un dossier sur un centre commercial à Westbrook, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais je connaissais l'indicatif régional. Charlotte, la voix de ma mère, sèche, froide. Pas de tremblement cette fois. Maman, tu dois rendre cette maison. C'est ma maison. Je t'y ai élevé. Tu m'as élevé et tu m'en as jeté dehors, et puis tu as arrêté de la payer. Je vais prendre un avocat. C'est ton droit. Mais la vente a été conclue par le comté, enregistrée et définitive. Ben peut t'envoyer la documentation complète si tu le souhaites. Tu te crois si intelligente. Sa respiration est devenue plus forte. Tu penses que parce que tu as un travail chic et un bout de papier. L'offre de location expire le 1er janvier. Maman, je te suggère de la lire. Clique. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur mon bureau, j'ai regardé le dossier du centre commercial, j'ai regardé le parking par ma fenêtre, j'ai regardé le petit cactus sur mon bureau que j'avais acheté parce que quelqu'un m'avait dit qu'il était impossible à tuer. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas triste. J'étais juste immobile de la façon dont un lac devient immobile après que le vent s'arrête. Pas vraiment calme exactement, juste fini de bouger. J'ai pensé à faire le trajet retour pendant une seconde, puis je ne l'ai pas fait. J'avais laissé la porte ouverte. J'avais offert des conditions équitables. Je lui avais donné une date limite. Toute autre chose serait de la mendicité. Et j'avais fini de mendier à 28 ans. 3 jours ont passé. 29, 30 décembre, rien. Puis 31 décembre, la veille du Nouvel An. J'étais dans mon appartement en train de faire chauffer de la soupe sur la cuisinière quand quelqu'un a frappé. J'ai regardé par le Judas. Meghan se tenait dans le couloir de mon immeuble, sans maquillage, les yeux gonflés, la neige fondant dans ses cheveux. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. « Maman ne va pas signer » a dit Meghan. Sa voix était plate, vidée. Je sais. Elle fait ses cartons.
Elle dit qu'elle préfère vivre dans sa voiture plutôt que de louer chez toi. C'est son choix. Megan a regardé le sol, puis moi, puis le sol à nouveau. Son manteau était trop fin pour le temps. Elle frissonnait. J'ai effacé la vidéo. Je m'appuyais contre le cadre de la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Pas encore. Megan, pourquoi es-tu ici? Elle a serré les lèvres fort, comme si elle essayait d'empêcher physiquement les mots de sortir. Puis ils sont sortis quand même. Je ne savais pas qu'elle allait perdre la maison. Elle m'a dit que tout allait bien. Elle m'a dit que l'hypothèque avait été payée il y a des années. Elle m'a dit que tu étais parti parce que tu étais égoïste. Elle a dit ça à tout le monde. Je l'ai cru. Je sais que tu l'as fait. Megan a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Pas délicatement, de la façon dont vous le faites quand vous êtes trop fatigué pour vous soucier de votre apparence. Puis-je te louer? Elle l'a dit vite, comme si elle arrachait un pansement. La maison. Puis-je la louer? Je n'ai nulle part ailleurs où aller. J'ai regardé ma sœur, âgée de 29 ans, debout dans mon couloir la veille du Nouvel An, demandant à la femme qu'elle avait traitée de pathétique il y a une semaine un endroit où vivre. Je mentirais si je disais que je n'ai rien ressenti. Pas de la victoire, quelque chose de plus triste que ça, quelque chose de plus lourd. Il y a des conditions, Megan. Elle a levé les yeux. Il y a des conditions, et cette fois c'est moi qui les fixe. Elle a hoché la tête une petite fois. Je me suis écarté. Entre. La soupe est presque prête. Elle est passée devant moi. Elle n'a pas dit merci, mais elle s'est assise à la table de ma cuisine et elle est restée. Diane a déménagé le 3 janvier. Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a pas appelé. Elle a chargé sa voiture de carton pendant que Ruth Kellerman regardait depuis sa fenêtre de devant et elle a conduit jusqu'à la maison de sa sœur à Grayson, à 40 minutes au sud. Greg est parti avant elle. Le 27 décembre, 2 jours après Noël, il a trouvé une chambre à louer au-dessus de la quincaillerie de la rue principale. Avant de partir, il a scotché un mot sur le comptoir de la cuisine. « Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis désolé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. J'ai trouvé le mot quand je suis venu inspecter la maison à la mi-janvier. Je l'ai plié et mis dans mon portefeuille. Je l'ai toujours. » Megan a signé le bail le 2 janvier. Les conditions étaient claires. Le loyer payé le 1er de chaque mois. Aucune exception. Diane ne devait pas revenir s'installer sans un préavis écrit et mon approbation et absolument aucun enregistrement de qui que ce soit dans la maison sans son consentement. Megan a tout accepté sans discuter. Elle a obtenu un emploi dans un café à 3 pâtés de maison de Maple Drive. Elle a commencé à payer son loyer dès son premier chèque de paie. J'ai embauché une gestionnaire immobilière à G-Sup, une femme nommée Patricia, qui gérait des locations dans la région depuis 20 ans. Je ne voulais pas être la propriétaire de Megan et sa sœur en même temps. Patricia s'occupait des demandes d'entretien, percevait le loyer, m'envoyait des rapports, proprement, professionnellement, avec des limites. Les voisins le savaient, bien sûr. Petite ville. Les nouvelles ont voyagé comme elles le font toujours, par-dessus les clôtures dans les parkings. Après l'église, Ruth disait à quiconque le demandait la même chose. Cette fille a sauvé la maison et a offert à Diane un accord équitable. Diane a choisi sa fierté. Personne ne s'est disputé avec Ruth. Personne ne l'avait jamais fait. À la fin du mois de janvier, l'histoire s'était installée dans la mémoire collective de G-Sup de la même manière que toutes les histoires le font dans les petites villes. C'est juste devenu une chose qui est arrivée. J'entendais parler de Diane par Ruth la plupart du temps. Des mises à jour occasionnelles en marge de nos appels téléphoniques. Ruth prenait des nouvelles comme le font les voisins. De façon décontractée mais délibérée. Diane disait aux voisins de sa sœur que j'avais volé la maison, que je l'avais trompée, que j'avais utilisé une sorte de faille juridique pour prendre ce qui lui revenait de droit. Mais la sœur de Diane avait déjà entendu parler de Ruth, et de Linda de l'autre côté de la rue, et du couple qui se tenait dans la cour cette nuit-là et avait tout vu. L'histoire que Diane avait construite, celle où Charlotte était la fille égoïste qui avait abandonné sa famille, ne tenait plus. Elle avait fonctionné pendant 5 ans parce que personne n'était là pour la contredire. Mais maintenant il y avait des témoins, une douzaine d'entre eux. Des gens qui s'étaient tenus dans le froid la veille de Noël et avaient regardé Diane traiter sa fille de pathétique dans une maison sombre.
Diane a cessé d'aller à l'église de sa sœur, a cessé de se présenter au cercle de courte pointe du mardi, a cessé de répondre aux appels de femmes qu'elle connaissait depuis 30 ans. Je ne pense pas que quiconque l'ait punie. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans les petites villes. Les gens ont simplement cessé de la croire. Et pour quelqu'un comme Diane, quelqu'un dont le pouvoir venait du contrôle du récit, c'était pire qu'une punition. Une partie de moi avait mal pour elle, une petite partie, la partie qui se souvenait qu'elle m'avait appris à nouer mes lacets sur le porche. La partie qui se souvenait de sa voix me lisant une histoire pour m'endormir quand j'avais 4 ans. Mais cette partie ne dirigeait plus les choses. Je ne l'ai pas appelée. Je ne l'ai pas bloquée non plus. La porte était ouverte. Elle avait toujours été ouverte. Elle devait juste la franchir sans que sa fierté ne montre le chemin. Je n'ai pas retenu mon souffle. Mars, 3 mois depuis Noël. Megan a payé son loyer à temps chaque mois. Patricia l'a confirmé sans que j'aie à le demander. Le premier du mois, chèque dans la boîte aux lettres. Aucun problème. Elle travaillait au café 5 jours par semaine. Elle ouvrait à 6 heures. Faisait des lattes pour les banlieusards et les vieux messieurs qui s'asseyaient dans la cabine du coin et lisaient le journal. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était le sien. Nous nous parlions au téléphone toutes les 2 semaines. Des appels courts, 10 minutes, peut-être 15. Les conversations étaient polies, prudentes, comme 2 personnes apprenant à marcher sur la glace et testant chaque pas avant d'y mettre leur poids. « Je suis désolé pour la farce », a-t-elle dit un soir de février. Juste comme ça, au milieu d'une conversation sur le fait que le robinet de la cuisine fuyait. J'ai attendu. C'était mon idée. Tout, la lettre, la maison sombre, les caméras. J'ai dit à maman que ce serait drôle. Elle a fait une pause. J'étais jalouse. Tu es parti et tu as construit une vie. Je suis resté et je ne l'ai pas fait. Je sais, ai-je dit.